Bonsoir, je vais vous parler donc, de l'acclimatation et de la vulnérabilité à l'augmentation de la sécheresse dans les forêts militaires. On n'entend pas? Je vais prendre celui-là peut-être. C'est bon là? C'est mieux? Dans les forêts méditerranéennes de... Non, ça ne marche pas non plus. Oui, c'est bon. Dans les forêts méditerranéennes de chênes verts. Alors on a déjà eu quelques exposés ce matin sur la réponse des arbres au changement climatique, mais là ce coup-ci on va changer d'échelle et d'objet d'étude, puisque c'est plus les réponses évolutives ou la biogéographie des espèces que nous étudions, mais le fonctionnement de l'écosystème, des arbres et la physiologie donc, des arbres en réponse au changement de climat. Et donc je vais parler plus particulièrement d'une forêt de chênes verts, puisque c'est un écosystème qui est assez important et répandu dans la région et dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord. Et aussi parce que surtout on a un site d'études qui est situé dans l'arrière-pays montpelliérain et que nous étudions dans l'équipe depuis de nombreuses années et qui nous permet donc d'avoir un jeu de données assez important sur le sujet. Et c'est donc ce travail collectif que je vais essayer de résumer un petit peu aujourd'hui. Et donc en parlant donc plus précisément de la sécheresse. Alors j'ai une introduction qui est très courte et je pense que ça tombe bien parce qu'on a eu déjà beaucoup d'exposés ce matin sur le changement climatique et les conséquences que ça va avoir. Donc je ne vais pas répéter les prévisions des modèles climatiques pour la région méditerranéenne, augmentation de l'aridité, des températures et tout ça, mais juste présenter ce graphique en fait qui a été publié donc en 2011 dans PNAS par des collègues de Catalogne, et qui en fait présente l'évolution sur une vingtaine d'années, un peu moins, de la défoliation des arbres dans différentes zones d'Europe, donc l'Europe du Sud et l'Europe boréale et tempérée, et donc qui est une association de différents jeux de données, et qui montre en fait pour la région méditerranéenne une tendance significative à l'augmentation de la défoliation donc sur ces différentes années. Et en fait, c'est un résultat qui est assez intéressant parce que ça reprend finalement deux phénomènes qui sont différents, qui sont ici un peu mélangés. Il y a d'une part une défoliation qui est due à l'augmentation de la mortalité. C'est par exemple des phénomènes comme il y a pu avoir en 2006 sur le pin sylvestre ici en Espagne, en Catalogne, où il y a des massifs entiers qui sont morts donc, suite à un épisode de sécheresse extrême. Mais une autre raison de cette défoliation, c'est un ajustement éco-hydrologique, c'est-à-dire en fait une diminution de la surface foliaire soit des arbres, soit du nombre d'arbres, c'est-à-dire une diminution de la densité du couvert végétal qui s'ajuste en fait à la ressource en eau. Et c'est typiquement ce qu'on a dans les écosystèmes de type savane, donc on en a des exemples en Europe de savane en fait, comme par exemple les DSA espagnols, qui sont en fait des écosystèmes dans lesquels on a une densité d'arbres qui est assez réduite, on voit donc il y en a très peu, et en fait parce que la densité d'arbres est adaptée à la ressource locale en eau. Donc pour étudier donc, ces deux phénomènes, on utilise une approche expérimentale de terrain qui fait appel donc, à des expériences de manipulation des précipitations in situ. C'est-à-dire qu'en fait le principe c'est de prendre un écosystème forestier mature et d'imposer un changement du climat dans l'écosystème qui soit réaliste, soit qui reprend une hypothèse concernant les scénarios climatiques futurs, de façon à voir comment les arbres et l'écosystème dans son ensemble répondent à ce changement. Et donc, je ne vais pas vous présenter longuement le site expérimental de Puy-Chabon, parce que je suis censé déjà le présenter demain, donc je vais faire assez court. Je vais vous présenter les dispositifs expérimentaux quand même. Et en fait, on en a deux expériences de manipulation et précipitation sur le site. Une qui est ici, en fait, qui est une expérience de manipulation, enfin d'exclusion totale des pluies. C'est-à-dire qu'en fait, on a un toit mobile qui est installé sur des rails au-dessus de la forêt, et avec un détecteur de pluie, et donc quand il pleut, le toit peut se déplacer au-dessus de la forêt de façon à couvrir la parcelle, et donc éviter que la pluie tombe et augmenter comme ça la sécheresse. Et donc c'est un dispositif qui a été installé en 2007 et qui a été utilisé en 2008-2009, je crois. Oui, c'est ça, en 2008-2009, pour simuler des épisodes de sécheresse extrême de 6 mois, donc une exclusion totale des précipitations pendant l'automne 2008, et la même chose pendant le printemps 2009. De façon à créer donc, pendant une période de 6 mois sans pluie, donc voilà, on a une espèce de créneau de pluie comme ça, et donc des événements de sécheresse extrêmes. On a une deuxième expérience qui est plus ancienne, qui a été installée en 2003. C'est une expérience de réduction partielle des précipitations, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a des gouttières qui sont installées donc, sous le couvert, qui couvrent approximativement 30% de la surface de la parcelle, et donc toute la pluie qui tombe dans ces gouttières est exclue de la parcelle et envoyée à l'extérieur.
et donc on réduit les précipitations d'environ 30%, l'entrée de précipitations d'environ 30% à l'écosystème depuis 2003. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on simule, c'est une augmentation chronique mais modérée de la sécheresse, c'est-à-dire que par rapport au niveau de sécheresse ambiant, on a 30% de précipitations en moins de façon continue en fait, donc, parce que c'est un dispositif passif, donc aussi bien en été, en hiver, tout au long de la période. Et donc le problème de ces deux expériences, c'est quand même que c'est finalement des scénarios expérimentaux qui sont quand même assez caricaturaux. D'un côté, des périodes de 6 mois sans pluie, de l'autre côté, bon, une diminution constante des précipitations à environ 30%. Donc pour essayer de voir comment ça correspond vraiment au fonctionnement, enfin à l'évolution de l'écosystème en conditions de changement climatique, on va dire naturel, enfin, on couple en fait ces relevés, enfin c'est les résultats qu'on a, avec des observations conduites à plus long terme, donc à l'échelle de la décennie, en suivant le fonctionnement de l'écosystème en réponse à la variabilité interannuelle et saisonnière du climat, depuis 1998, en particulier grâce à une tour de mesure des flux d'eau et de CO2 entre l'écosystème et l'atmosphère, ce qui permet là de suivre de façon plus réaliste la réponse de l'écosystème à un environnement changeant, à un climat changeant. Donc je vais vous présenter des résultats issus un peu de ces trois dispositifs expérimentaux, dans cet ordre-là, en fait, du pas de temps le plus court au plus long, pour vous dresser un peu donc, un panorama des résultats obtenus. Ah oui, alors d'abord, juste pour dire en fait que donc, ces deux dispositifs expérimentaux sont en fait assez complémentaires, et que quand on regarde l'impact de ces dispositifs expérimentaux sur le climat simulé, on a finalement, d'un point de vue climatique ou hydrologique, quelque chose qui n'était pas a priori évident. Alors c'est notre collègue Serge Rambal qui s'est procuré les relevés de précipitations pour la région montpelliéraine depuis les années 1760. Et donc si on regarde en fait les précipitations de mai à août, donc les précipitations estivales, et donc sur cette longue série, et qu'on utilise ça pour comparer avec les scénarios qui ont été simulés par les deux expériences, on voit qu'en fait, cette expérience de sécheresse extrême, donc avec une sécheresse de printemps, une sécheresse d'automne de 6 mois, quasiment pas une goutte de pluie, c'est en fait quelque chose qui a un temps de retour, si on regarde ces précipitations annuelles, de 51 ans ou de 60 ans. C'est-à-dire quelque chose qui est certes un événement exceptionnel, assez rare, mais qui malgré tout n'est pas complètement inédit, puisque c'est quelque chose qui a un temps de retour d'environ 2 fois par siècle. En revanche, si on regarde cette expérience, qui donc elle impose une sécheresse beaucoup plus modérée, seulement 30% des précipitations en moins, c'est finalement pas énorme, mais si on regarde cette sécheresse cumulée sur plusieurs années, en fait, il n'y a aucune année depuis le début de l'expérience en 2003 qui, même avec 30% de précipitations en moins, est plus sèche que des épisodes plus secs qu'on a pu avoir dans le passé. Mais si on prend sur plusieurs années, sur 2-3 ans, c'est encore quelque chose qui est dans la variabilité normale du climat pour la région méditerranéenne. Si on cumule par contre sur 6 ans, on voit que la période la plus sèche sur 6 ans, c'était 1812-1817. Alors ici, en fait, c'est la sécheresse cumulée sur toute l'année. En fait, c'est la sécheresse moyenne cumulée, la sécheresse sur toute l'année moyennée sur 6 ans. C'est un peu compliqué, mais... Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la deuxième période la plus sèche, après 1812-1817, en fait, c'était la période où l'expérience a démarré. C'est un peu une coïncidence, mais c'est comme ça. C'était 2003-2008, ce qui fait qu'en rajoutant une diminution de 30% des précipitations sur cette période-là, on a en fait simulé une sécheresse cumulée sur 6 ans, qui est quelque chose de tout à fait inédit pour notre site. C'est-à-dire qu'en fait, cette sécheresse qui devait être une sécheresse chronique mais modérée, se retrouve, en fait, si on regarde la sécheresse sur plusieurs années, être un événement inédit. Alors c'est inédit pour notre site, pas pour le chêne vert. Il y a des stations dans le chêne vert qu'on connaît, où il y a des chênes verts qui poussent dans des conditions plus sèches que ça, mais pour l'écosystème de Puy-Chabon, c'était en fait finalement l'événement extrême se trouve dans l'expérience modérée. Donc si on présente maintenant les résultats, donc j'ai commencé, je l'ai dit, avec les résultats à plus court terme, donc de cette expérience d'exclusion pendant 6 mois. Donc c'est ici des mesures de développement des feuilles pour différents arbres, donc suivies à l'automne 2008 et au printemps 2009. Donc Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour l'exclusion d'automne, il n'y a pas eu de conséquences sur le développement foliaire, ce qui est en fait un résultat assez classique, puisque les feuilles se développent au printemps, donc il n'y avait pas de raison vraiment qu'il y en ait. Par contre, si on regarde l'année suivante où il y a eu une exclusion au printemps, alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est 2 parcelles différentes, c'est ça que je ne l'ai pas dit. On n'a pas fait à l'automne puis au printemps, mais on a fait une parcelle où c'était à l'automne et une parcelle où c'était au printemps, parce que le toit se déplace dans deux directions. Donc en fait, on avait deux parcelles différentes. Et donc si on regarde ici la parcelle de printemps, en fait, on a cet épisode de sécheresse qui a bloqué le développement phénologique et la croissance de la moitié des arbres, qui n'ont pas en fait développé de nouvelles feuilles du tout cette année-là.
Et donc voilà. Et par contre, les années suivantes, on a eu une bonne récupération des arbres, de la croissance et de la mise en place des feuilles, ce qui est en fait lié au fait que c'est quand même la variabilité interannuelle est très forte à la région méditerranéenne, et donc c'est des arbres qui sont habitués à avoir un climat assez fluctuant et qui donc ont une bonne capacité de résilience à ces événements. Les conséquences donc pour le fonctionnement de l'écosystème, si on regarde maintenant vraiment la physiologie de la feuille, donc ici c'est la photosynthèse foliaire, ici c'est l'activité donc des enzymes de la photosynthèse de l'arbre rubisco, et qu'on regarde donc pour les différents traitements en 2008, en 2009, il n'y avait pas d'effet donc sur l'année 2008. En 2009, en revanche, on a une diminution significative de la photosynthèse, de l'activité de l'arbre rubisco des feuilles pour les arbres qui ont subi les sillons de pluie du printemps. Ce qui est dû d'une part au fait qu'ils ont subi un stress sévère, mais surtout qu'en plus la moitié de ces arbres du coup n'ont pas mis en place de nouvelles feuilles, donc fonctionnent avec les feuilles de l'année précédente, qui sont en fait moins performantes puisque c'est des feuilles plus âgées. Donc en fait ce décalage, cet arrêt de croissance et cet épisode a des conséquences sur le fonctionnement de la plante, sur le bilan de carbone au niveau de la plante et de l'écosystème, sachant que par exemple ce paramètre ici, VCmax, est un paramètre classique de modélisation des flux de carbone de l'échelle de la parcelle jusqu'à l'échelle continentale. Donc on voit une diminution qui est assez significative, juste avec un épisode de sécheresse en particulier. Donc si on passe maintenant à l'autre expérience, donc celle avec les gouttières, quelque chose un peu à plus long terme, et qu'on regarde maintenant, donc ici c'est la mortalité cumulée en surface terrière, donc, des arbres depuis donc, le début de l'expérience en 2003 jusqu'à l'année dernière. Et ici, c'est la même chose pour la croissance. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a finalement pas d'effet sur la mortalité les 6 premières années, et qu'on voit un effet qui commence à diverger, à vraiment devenir significatif, je crois, en 2009, enfin, entre 2008 et 2009. C'est à partir de ce moment-là que l'effet devient significatif. Alors, c'est assez intéressant. Est-ce une coïncidence ou pas? On ne sait pas, mais c'est justement, ça correspond au moment où en fait l'expérience d'exclusion de pluie cumulée sur cette période-là sort de la variabilité naturelle du climat pour la région. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on arrive dans une période où l'exclusion de pluie a duré suffisamment longtemps pour simuler un climat qui était inédit pour le site, qu'on commence à vraiment avoir un effet sur l'écosystème qui est marqué et qui est significatif au niveau des taux de mortalité. En revanche, donc, si on regarde la croissance des arbres dans les deux traitements, on était assez surpris de ça, c'est la croissance donc, en diamètre des troncs. On n'a pas d'effet de la réduction de la pluie sur la croissance. Donc on peut avoir différentes hypothèses pour ça. D'une part, c'est le fait que la croissance a lieu au printemps, généralement avant la sécheresse estivale, donc il y a un mécanisme d'évitement des arbres. L'autre raison, c'est justement comme la mortalité augmente, on a en fait un phénomène d'auto-éclaircie du couvert, une diminution de la compétition qui permet de compenser l'augmentation de la sécheresse sur la croissance des arbres. Donc si on regarde maintenant ce qui se passe en termes de fonctionnement, ici c'est la transpiration journalière représentée pour une année. Donc là c'est juste au début de l'expérience, en 2004, donc c'est la première année vraiment complète après le démarrage de l'expérience. Et en fait on voit qu'on a une diminution de la transpiration, enfin c'est en traitement rouge, traitement sec en rouge je veux dire, et traitement témoin en bleu ici. Et donc on a une diminution de la transpiration donc on appelle estivale dans les deux traitements. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une transpiration qui est plus faible dans le traitement sec que dans le traitement témoin, y compris en dehors de la période estivale. Ici pendant la période de printemps ou ici pendant la période d'automne, où il n'y a pas en fait de limitation en eau. Surtout ici pendant la période d'automne, on sait que dans la région montpelliéraine, on a les épisodes sévenols, l'automne il y a toujours de l'eau dans le sol, il y a des épisodes pluvieux vraiment importants. Donc il n'y a pas de déficit en eau à ce moment-là, et pourtant on a des arbres de traitement sec qui transpirent moins que les arbres du traitement témoin. Donc un effet à long terme de cet excédent de pluie qui en fait est lié principalement à l'ajustement de la surface foliaire. Donc en fait ici c'est la chronique de chute de feuilles cumulées, donc pareil sur toutes les années au fur et à mesure, en bleu le témoin, en rouge le traitement sec. Et donc ce qu'on voit c'est que dès la deuxième année, 2004, on a en fait moins de feuilles qui tombent, donc ça veut dire qu'en fait il y a moins de feuilles qui sont produites. Et on a au fur et à mesure une diminution progressive de la surface foliaire, c'est-à-dire que les arbres du traitement sec ont moins de feuilles que les arbres du traitement témoin. Et c'est du fait qu'ils ont moins de feuilles qu'ils transpirent moins, y compris quand l'eau est disponible, puisque vu que la surface foliaire générale est moins forte, c'est ça qui explique cette différence de fonctionnement. Et donc ça a aussi une conséquence sur la production primaire de l'écosystème. Donc si on passe justement à cette diminution de la surface foliaire, à cet ajustement,
on a en fait des effets qui peuvent être assez intéressants parce qu'on a des effets qui sont transitoires. C'est-à-dire que si on regarde la surface foliaire sur les jeunes pousses de l'année, donc mise en place les premières années, donc la surface foliaire par unité de surface de bois, on a un effet qui est significatif dès la première année, 2003, qui l'est encore plus en 2004, qui est toujours en 2005, qui l'est un petit peu en 2006, et qui cesse de l'être à partir de 2007. C'est-à-dire qu'en fait, l'allométrie des jeunes pousses produites dans l'année était différente dans les deux traitements les premières années, mais cesse de l'être au bout d'un moment. Mais un autre résultat qu'on a, c'est en fait qu'on a moins de ramifications qui sont produites. C'est-à-dire qu'en fait ici, donc c'est en échelle log, c'est pour ça que c'est linéaire, parce que sinon ça ne devrait pas être des relations linéaires. C'est le nombre de ramifications, donc au niveau de la croissance terminale des rameaux, en fonction de la taille de la branche mère, en fait, de la branche qui le supporte. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution, pour une même taille de branche, on a moins de ramifications dans le traitement sec. Et donc, comme il y a moins de ramifications, voilà, au fur et à mesure, il y a moins de branches et ça explique cette... Donc, je vais essayer d'aller un peu vite, parce qu'en fait, on n'a pas mal de résultats. On a un effet sur la phénologie foliaire, avec donc une phénologie qui est retardée dans le traitement sec par rapport au traitement témoin, même si cet effet est principalement marqué sur les premiers stades de débourrement, un peu moins marqué sur la maturation des feuilles. On a également des effets sur la reproduction, puisqu'on a une diminution significative de la production des glands sains, en particulier les années où il y a des fortes productions de glands, puisque c'est une production qui est assez cyclique, et donc on a moins de glands produits dans le traitement sec, donc ça va avoir également des conséquences sur la régénération de l'espèce. Et par contre, on n'a pas d'effet sur la physiologie foliaire, contrairement à ce que j'ai montré pour l'expérience d'exclusion de pluie totale pendant 6 mois avant. Là, si on regarde ici l'assimilation photosynthétique ou la respiration des feuilles, en fonction du potentiel, c'est-à-dire que plus c'est négatif, les axes sont en ordre inversé pour les deux, plus c'est négatif, là, plus c'est sec. On a bien une diminution de la respiration de la photosynthèse, mais on n'a pas d'effet entre les traitements. C'est-à-dire qu'en fait, à une date donnée, on va avoir moins de photosynthèse dans le traitement sec du fait qu'il y fait plus sec, mais en fait, ce n'est pas une acclimatation physiologique. Les feuilles des arbres fonctionnent de la même façon dans les deux traitements. Et on a la même chose en fait en ce qui concerne la respiration du sol, où là également, la réponse de la respiration du sol à l'humidité du sol ou à la température est en fait exactement les mêmes dans les deux traitements, mais sachant que c'est des mesures qui ont été faites en 2004-2005, donc au début de l'expérience. Sachant que maintenant on a 12 ans d'expérience qui ont continué, avec 12 ans de chute de litière qui ont diminué. Donc ce serait intéressant de refaire ces mesures pour vérifier qu'après 12 ans de chute de litière plus faible, on n'a toujours pas d'effet sur cette respiration du sol. Et donc maintenant, si on passe à plus long terme, donc sur la variabilité interannuelle du climat, en prenant donc toutes les années là, qui ont été entre 2001 et 2011, donc c'est la production primaire brute ou la production primaire nette en fonction du déficit hydrique cumulé sur l'année. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce déficit hydrique, il y a une très bonne relation entre le fonctionnement de l'écosystème à l'échelle annuelle et le déficit hydrique de l'année, et cette relation est tellement bonne qu'en fait, on explique de 75 à 80% de la variabilité interannuelle de la productivité de l'écosystème est liée en fait au déficit hydrique. Donc ça reste vraiment le facteur climatique déterminant du fonctionnement de notre écosystème. Et on a par exemple l'année 2005 qui sort de cette relation, pour les deux là, puisque c'est une année où, en fait, où les arbres ont été attaqués par des chenilles qui ont défolié donc une partie des arbres. Et donc on voit que ce type d'attaque biotique en fait, peut avoir un effet qui est finalement similaire à celui d'un épisode extrême comme celui qu'on a présenté avec le toit, avec donc l'empêchement de la mise en place des nouvelles feuilles. Donc ici, bon, je vais passer en fait, donc comme ça on va gagner du temps. Et donc pour ce qui est du champ climatique maintenant, si on prend donc les tendances qu'on a pour la région autour de notre site, donc depuis ici c'est depuis fin des années 60, on a eu une augmentation des températures moyennes, on n'a pas eu en fait de changement des précipitations, c'est-à-dire qu'il n'y a eu ni augmentation ni diminution. Donc, alors que nous, on a principalement travaillé d'un point de vue expérimental sur la diminution des précipitations, en fait, puisque c'est des expériences d'exclusion de pluie. Mais en dépit du fait que ces précipitations soient stables, comme la température augmente, on a une augmentation de l'évapotranspiration potentielle. Et donc, si on regarde en fait les simulations qu'on a de déficit hydrique annuel depuis toutes ces années, donc plus c'est négatif, plus il y a des déficits hydriques, on voit qu'on a réellement une tendance à l'augmentation du déficit hydrique et de la sécheresse sur notre site sur une période de long terme, ce qui va avoir en fait un impact assez important sur le fonctionnement des arbres et sur la croissance.
Alors, sur la croissance, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on voit que d'un point de vue de la croissance du chêne vert, il est déterminé principalement par la phénologie et par deux dates, c'est-à-dire le début de la croissance au printemps, qui est lié principalement aux températures hivernales, et l'arrêt de la croissance pendant l'été, qui est lié donc à la sécheresse, puisque au-delà d'un certain seuil de sécheresse, les arbres n'arrivent plus à grandir. Et donc, si on regarde les simulations des dates, donc T0 c'est le début de croissance, T1 c'est l'arrêt de croissance en été, on a donc depuis cette période-là une tendance significative à une sécheresse de plus en plus précoce, donc à un arrêt de la croissance des arbres qui se fait de plus en plus tôt. Mais en fait, on a eu une compensation jusqu'au début des années 2000, du fait que les hivers étaient également aussi de plus en plus chauds, et donc du coup, le démarrage de la croissance des arbres était lui aussi avancé. Donc on a eu en quelque sorte un équilibre entre les deux qui fait que la croissance sur le long terme s'est maintenue. C'est plus le cas aujourd'hui en fait, puisque le réchauffement hivernal, il y a eu ce qu'on appelle la pause du réchauffement ou climate hiatus qui fait en fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, mais qu'on observe en fait très bien pour les relevés de température hivernale sur notre site, et qui fait qu'en fait depuis une dizaine d'années, le réchauffement hivernal s'est fortement ralenti, voire même s'est complètement arrêté, et donc du coup on n'a plus de compensation de l'augmentation de la sécheresse, et donc on a donc si on regarde ce que ça va donner, on a une croissance en fait qui est déterminée par la durée entre la date de début de croissance et la date de fin de croissance. On a en fait dans un premier temps les deux dates qui deviennent de plus en plus précoces, sécheresse précoce, une croissance également qui débute plus précocement. Mais en fait, si on regarde sur le long terme, l'augmentation des températures et du déficit hydrique estival prévaut largement sur l'augmentation des températures hivernales, et donc on a une contraction de la durée de croissance et une double contrainte en fait qui est exercée par la température et le stress hydrique. Donc voilà, juste pour résumer, on montre que des événements climatiques exceptionnels, comme les sécheresses avec un temps de retour de 2 fois par siècle, ou alors des événements biotiques comme une attaque de chenilles sur les feuilles, peuvent avoir un effet marqué sur la croissance et la physiologie des arbres, même à l'échelle de l'orchid, à l'échelle de la feuille, mais finalement avec avec une bonne résilience et assez peu d'effets mémoire. Qu'en revanche, une augmentation modérée mais chronique et maintenue dans le temps du déficit hydrique, donc ça c'est l'expérience avec les gouttières, produit en fait des effets qui sont décalés dans le temps, d'où l'intérêt de maintenir ces expériences pendant assez longtemps, puisqu'on voit que pour la chute des feuilles, il a fallu attendre vraiment 2 ans pour que les deux traitements diffèrent de façon significative. Pour ce qui est de l'allométrie foliaire, on a vu que c'était au bout de 4 ans qu'on avait un effet transitoire pendant 4 ans, et finalement au bout de 4 ans cet effet disparaissait. Pour ce qui est de la mortalité, il a fallu attendre carrément 6 ans avant de voir des effets significatifs. Donc vraiment, c'est au fur et à mesure que l'expérience est maintenue dans le temps qu'on a des réponses qu'on ne pouvait pas avoir sur le court terme. Et donc, pour résumer, l'acclimatation de l'écosystème se fait principalement dans le cadre de la théorie de l'ajustement éco-hydrologique, avec une diminution de la surface foliaire qui est à 2 échelles en fait, qui est à l'échelle de l'arbre. Les arbres ont moins de feuilles, et il y a également moins d'arbres puisque la mortalité a augmenté dans les traitements secs. Et donc pour ce qui est vraiment de la réponse au climat, on a le déficit hydrique qui reste la principale contrainte sur la fonction de l'écosystème. Comme on l'a vu, ça explique quand même 80% de la variabilité interannuelle, mais on a un effet de la température qu'on n'a pas pris en compte d'un point de vue expérimental, parce que c'était juste une manipulation et une précipitation qui finalement joue un rôle très important, puisque ça a à la fois un rôle de compensation pour ce qui est de l'augmentation des températures hivernales, mais ça a un rôle très fortement aggravant sur la sécheresse, pour ce qui est de l'augmentation de la sécheresse pendant la période estivale. Voilà, donc je vous remercie. Et puis donc là c'est la liste un peu de tous les projets, les sources de financement qui ont permis de maintenir le site pendant toutes ces années, et puis ici de tous les gens qui ont participé à ces recherches certains depuis 1998.